Corps à corps. Corps à corps. Et pour ce corps à corps, bon, bonjour Didier. Pour ce corps à corps, donc, je suis très heureuse d'accueillir mes trois invités: Didier Maesto, ancien patron de Sud Radio, chroniqueur Toxin; Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice plutôt aussi une justice politique aux éditions L'Artilleur et chroniqueur Toxin; et Alexandre Langlois, également ancien policier et chroniqueur Toxin. Je suis très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui. Ensemble, on célèbre un anniversaire. Vous vous rappelez, hein, le petit Manu est arrivé le 7 mai 2017. Donc ça fait 7 ans. 7 ans, l'âge de raison. Alors nous, écoutez, on a décidé de fêter ça d'une autre façon que j'imagine lui va le faire l'Élysée, quoique je ne sais pas, peut-être que... Donc on va chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Manu. Voilà, nous avons des ballons même pour ceux qui veulent faire la fête avec nous. Joyeux anniversaire Manu. Alors attends. Et c'est les ballons jaunes et bleus. Oui, c'est beau. Attendez, on est du détail. On est dans, exactement, on est dans le thème, hein, on est dans le thème. Joyeux anniversaire Manu. Et alors, c'est vrai, on a le gâteau. on n'a pas cette bougie là, hein, je crois savoir compter. Enfin bon, c'est pas grave, je pense que Manu ne nous en voudra pas. Donc voilà, on va célébrer ça ensemble ce matin. Finalement, quel est votre bilan des 7 ans? C'est la question qu'on va poser. On va voir combien de temps durent les bougies, tiens. Qu'on va vous poser à tous les trois. Donc Alexandre, puisque vous êtes avec moi autour de la table, je vous propose de commencer. Un petit cadeau d'abord pour Emmanuel. Un petit cadeau, Dika, bravo pour 7 ans, hein. On n'y croyait pas au début, on aurait espéré que ça ne dure pas aussi longtemps. Et on attend avec impatience la crise d'adolescence maintenant, parce que bon... Non mais là on est dans l'âge de raison, je vous rappelle. C'est pour ça, l'âge de raison, ça nous fait déjà peur, hein, pour quelqu'un qui se déguise tout le temps, qui veut montrer les petits bras, qui fait du Photoshop. Non, je veux dire, le problème c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps avec tout ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, si on doit résumer toute son œuvre, ça va être rapide. C'est qu'il détruit toute la France, il détruit la structure sociale, il déconstruit tout ce qui avait à être construit, il vend la France à des pays étrangers. On parle souvent, par exemple, de grands remplacements, mais lui, il nous grand remplace par les Américains, par exemple. Mais ça, personne n'a le droit d'en parler. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu toutes ces belles anecdotes, les quoi ça, les familles lettrées, va te payer un costard, les gens qui ne sont rien, l'affaire Benalla. Enfin, je veux dire, on pourrait faire une série et on n'en arrêterait pas, en fait. Et il est toujours au pouvoir. Et aujourd'hui, la violence est moins visible physiquement. Mais vous trouvez ça par rapport aux scène, la violence qu'il lui exerce est moins violente, est moins visible que par exemple pour le moment les mouvements des Gilets jaunes. Maintenant, il s'embête plus, il va perquisitionner dès le matin ses opposants politiques. La presse est carrément à plat ventre devant lui pour relayer sa parole. Il a fait le vide autour de lui. Les 2-3 personnes qui tenaient encore un peu la route sont parties. Il est tout seul. Donc c'est une personne qui est isolée, autoritaire, qui continue de tout diriger, qui nous emmène droit dans le mur. Le problème, c'est que il nous emmène tous dans le mur avec lui. S'il est tout seul, on le laisserait s'amuser. S'il veut se déguiser en sous-marinier, en Top Gun, en joueur de football, à qui on laisse marquer des buts parce qu'on ne veut pas se faire perquisitionner à 6h du matin. Mais il a 7 ans, c'est normal à 7 ans de vouloir se déguiser. À 7 ans, voilà, après avoir détruit l'hôpital public, on joue pour les pièces jaunes, c'est beau. Enfin, je veux dire, on est sur en même temps, on est sur la destruction, le mépris des gens, le mépris démocratique, parce que en fait, il y a chaque fois qu'il y a eu en même temps, il y a eu les cahiers de doléances des Gilets jaunes, on les a perdus. Il y a eu une convention sur le climat, il a dit on va pas appliquer ce qu'ils ont dit. Il y a eu des possibilités de pétitions pour mettre des choses à l'Assemblée nationale. La seule pétition qu'allait recueillir les signatures, c'était pour qu'on discute des braves, hein, pas pour qu'on les interdise. Qu'on en discute à l'Assemblée nationale, ils ont dit non, ça dégage aussi. Aujourd'hui, il y a des lois qui limitent la liberté d'expression dans tous les sens. Et Toxin est par exemple, dans les chaînes qui doivent être dans la ligne de mire du pouvoir, parce que c'est pas admissible qu'on ne pense pas comme Emmanuel Macron. Donc voilà, avec des choses, on a eu la gestion de la crise Covid, avec des QR codes, avec ce que je dis toujours, pour les gens qui avaient un problème sanitaire, on distribue des masques, on fait les policiers espagnols. La France a distribué des amendes, ils en étaient très fiers. On est toujours à une réponse autoritaire à chaque fois sur ce qui se passe. On se prépare les JO, les plus totalitaires qu'ils vont avoir, parce que les gens ne vont même plus pouvoir rentrer chez eux. On va contrôler ce qui se passe, on va tout faire, on va remettre des QR codes.
Donc, je veux dire, au bout d'un moment, si on enlève Macron, on met à la place Kim Jong-il, du coup, on voit pas la différence en fait. Faut juste, c'est le sous-titre, mais parce qu'on est une démocratie, donc on est bien. Donc non, le bilan est catastrophique et la vraie question, c'est est-ce qu'il va réussir à nous faire un troisième mandat? Est-ce qu'il va nous mettre quelqu'un d'autre de sa Oui, famille pour prendre le relais? Parce qu'en fait, c'est toute une équipe derrière. Lui, c'est le pantin utile du système, mais oui. derrière, il y a tout autre chose. Mais le problème, c'est qu'il en profite. Et la petite anecdote, c'est le seul président français, parce qu'ils aiment bien se déguiser, Emmanuel Macron, qui a Mm, fait le portrait officiel de coprince d'Andorre. Donc il est en prince d'Andorre. mm. Il avait beaucoup aimé se faire acclamer en tant que prince d'Andorre qu'elle était là-bas. Donc encore, ça aurait été par respect pour les gens qui habitent là-bas. J'aurais Oui, trouvé ça très beau. oui. Non, là, c'était pour son petit ego Bah et de oui. se faire mousser en disant, vous avez vu, moi, je fais partie des monarchies européennes, je suis prince d'Andorre, je suis quand même le plus beau. Donc voilà, donc pour le moment, un bilan assez catastrophique. Et puis après, les dernières petites choses, je laisse la parole aux autres parce que Régis va me dire, eh, pour une fois, tu voles mon rôle. Ouais. Et ben voilà, j'ai perdu le fil de Bon, vous ma allez pensée. Je retrouver. reviendrai après. Oui, oui, on s'inquiète pas. Bon, alors, bon, le cadeau était salé pour Emmanuel Macron. Didier Ministo, Oui, je suis assez votre d'accord. cadeau d'abord. Est-ce que vous avez un cadeau pour notre petit Manu aujourd'hui, pour ses 7 ans? Ben moi, je voudrais lui acheter une conscience, si c'est possible, Ah lui oui, offrir. Parce que quand même, il restera aussi comme c'est un la beau cadeau, personne, ça, hein. bah oui, comme la personne qui a éborgné 30 manifestants. Ils ont perdu leur œil, hein, et il y a une tache rouge indélébile sur le drapeau français. Et vous avez parlé tout à l'heure de Dien Bien Phu avec votre Mm, invité. Et donc il y a 100 reçus, hein, pour devenir français. Ça, finalement, on n'y est pour rien. On est né quelque part, comme chantait Maxime Le Forestier. C'est toujours un hasard pour celui qui est né. Mais on peut devenir français par le sang versé. Et, ce que Emmanuel Macron, évidemment, ne fera pas, mais il aime bien voir couler le sang des autres pour leur apprendre à vivre, n'est-ce pas? Pour leur apprendre à se comporter. Les kwassa, comme l'a dit Alexandre, les gens qui ne sont rien, mm. les factieux, les séditieux, j'en passe et des meilleurs. Il a développé toute une sémantique, tout un champ lexical de tous ces Français qu'il déteste profondément et qu'il faut emmerder. Alors sous Macron, effectivement, ce qui est nouveau et ce qui est triste, c'est que cette déliquescence, bien sûr, de tous les services publics, bien sûr, de l'économie, de la dette, de tout ce qui était un peu la fierté de la France, hein, les cerveaux, l'industrie qui n'en finit plus de dégringoler. Le plus grave, me semble-t-il, c'est qu'il a anéanti, ça reviendra, parce que la France est une vieille nation, ce sentiment de vivre en commun. Ce qui fait que des gens disparates, qui n'ont pas la même couleur de peau, Oui. certains qui sont rien, qui sont factieux, d'autres qui traversent la rue, peuvent quand même faire société, peuvent quand même Vous savez faire comment ça nation. s'appelle, ça, Didier? Ça s'appelle une nation. Voilà, faire nation, au sens de Renan d'ailleurs. Mm. J'invite tout le monde à relire ce texte ou à le lire. Qu'est-ce qu'une nation? Et ça, il a complètement démonté, à tel point, à telle enseigne que les particularités, les discriminations, qu'elles soient positives ou négatives, sont devenues l'alpha et l'oméga de sa politique de gribouille. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui avec un député Renaissance, Renew ou En Marche, je ne sais plus comment il faut les appeler, enfin, ces sbires, ces rigolos qui n'ont rien de drôle. On fait des lois sur la discrimination capillaire. On en est là. Donc au lieu de voir tout ce qui nous rassemble, tout ce qui pourrait à nouveau faire nation dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus belliqueux, parce qu'on est quand même entre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, dans une situation pour le moins agitée, ben, au lieu de voir ce qui pourrait faire nation, on est pris en étau d'un côté avec le dernier mensonge des politiques, l'Europe. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, la souveraineté européenne, cet oxymore qui nous vante tous les jours. Ça, c'est une borne. Et de l'autre côté, la borne de la particularité, du cheveu coupé en quatre, du wokisme à tous les étages, ces délires incessants sur le sexe, dans un pays qui était très tolérant par rapport à tout ça. Mais voilà comment on veut nous prendre entre les deux pinces de cet étau, une Europe complètement fantasmée d'un côté, des détails de l'autre, et au milieu la nation que l'on broie. Et c'est ça qui est terrible chez Macron, c'est qu'au bout de ces 7 ans, il a développé la haine de soi, la haine de nous-mêmes et la haine
entre les individus. On n'arrive même plus à se parler. La liberté d'expression réduite comme peau de chagrin, n'étant finalement qu'une de ces nombreuses manifestations de ce que je viens d'évoquer là. Bon, il n'est pas très très joyeux votre anniversaire, hein, Alors, Didier Maisto. Allez, 7 ans, c'est 7 ans de malheur en même temps. Hein. ouais, c'est Oui, vrai. Ouais. voilà, j'ai brisé la glace ce matin. Mais bon, c'est bon, vous avez quand même fait un très beau cadeau en arrivant, donc c'est quand même très, très, très sympa pour le petit Manu. Alors, Régis, à votre tour. Le cadeau d'abord. Le cadeau, ce serait une très belle valise dans laquelle il pourrait mettre ses affaires, parce que quand il vient dire j'ai tellement de choses à faire, ben la première, ce serait ta valise, mon gars. Hein, et je pense que ce pays, tout d'un coup, serait soulagé, quoi. Il y aurait une bouffée d'air frais. Bon, alors je viens d'entendre la fabrication de 2 costumes Oui. qui lui vont parfaitement bien. Mm. Moi, je vais commencer par la journée d'hier, parce que l'humiliation Oui, que l'on subit en tant que je comptais un Français. peu parce sur que, vous là-dessus, oui. hein, Donc la c'est- rencontre c'est- avec Xi Jinping, hein, j'imagine. oui, 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 oui. L'humiliation que on ressent tous les jours de voir comment cet homme avilit son pays. Je vais revenir après sur la mission qui lui a été confiée par les grands intérêts. Parce que c'est un fondé de pouvoir, hein, c'est un domestique, ça n'est pas autre chose que quelqu'un qui est chargé de détruire ce pays. C'est son projet, hein. D'ailleurs, il nous l'avait expliqué. Bien, donc, et ce projet, qui est celui de l'avilissement et de l'abaissement de la France, on en avait l'expression hier, quoi. On a invité à une visite d'État le président de la Chine, 1,3 milliard d'habitants, Oui. qui est une très vieille civilisation, hein, qui est un vieil empire, Et une l'Empire du puissance, au Milieu, passage. et la première puissance industrielle du monde. Donc, bon, voilà, c'est un pays tout à fait considérable, où la France a une grosse cote, il ne faut pas oublier ça. Moi, j'ai été sollicité pour rédiger un article pour un livre collectif de français qui va être publié pour commémorer l'anniversaire de la reconnaissance de la Chine de Mao par le général de Gaulle. Bien, donc hier, on reçoit ce président au bas de l'échelle de coupé, on envoie Gabriel Attal habillé comme l'as de pique, même pas coiffé, Oui. qui arrive. On a l'impression qu'il sort d'une boîte, hein, ou après une chemsex ou quelque chose comme ça. Non, je suis un petit peu excessif, mais Oui, un petit et peu. le visage. Le visage Oui. il est, quand je dis habillé comme l'as de pique, décrochez-moi ça, le visage de Xi qui le regarde avec l'air de dire mais qu'est-ce qu'on m'a envoyé, le Premier ministre de la France, hein, Alors, qui arrive ce qu'on peut bon, préciser, en tout cas, pour donner un peu l'image, c'est que les procédures ne sont absolument pas respectées. Normalement, déjà, on offre un bouquet de fleurs à la femme de Xi Jinping. Donc, en l'espèce, là, bon, il n'y a pas de bouquet de fleurs. Gabriel Attal est venu seul, si je ne me trompe pas, enfin, en tant que représentant du gouvernement. En effet, vous le dites, il avait des chaussures sales. Et un pantalon un peu style jean, enfin entre le pantalon et le jean, et puis un col mal mis. Donc c'est vrai que ça fait vraiment, c'est honteux. Ouais. C'est honteux, c'est simplement honteux. Et après, on va à l'Élysée et là, monsieur Macron est accompagné de sa duègne, quoi. Hein, donc, quand c'est pas Brigitte, hein, il a une autre maman, c'est Ursula von der Leyen. C'est invraisemblable. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Hein, le petit garçon, il a besoin d'être accompagné comme ça. Et ce d'autant que lorsqu'il a été en Chine, visite du président français officiel en Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est venu avec von der Leyen aussi, qui a été traité plus bas que terre par les Chinois, hein, qui ont parce été que pour les odieux. Chinois, elle ne représentait rien, en fait. Oui, et puis les Chinois, ils font ça à leur façon. Hein. Il y a tout un tas de petits détails qui font qu'elle est repartie toute seule à l'aéroport. Elle n'est même pas passée par le salon VIP. Hein, c'est dire. Non, mais c'est leur façon de marquer le coup en disant mais vous nous prenez pour qui, quoi? On vous reçoit bien, regardez ce que vous nous faites. Donc hier, on avait cette séquence qui est assez horrible. Alors, moi, 7 ans, c'est finalement sa réélection d'il y a 2 ans qui est la vraie tragédie parce que lorsqu'il arrive au pouvoir en 2017, il est le fruit d'un coup d'État, d'une révolution de couleur. Je suis désolé, on me connaît, je le martèle pour avoir décodé la partie judiciaire du coup d'État.
comment la magistrature l'a porté au pouvoir, mais il n'y a pas que la magistrature. Il a été choisi par la haute fonction publique d'État, qui est une française, qui est une des plus corrompues du monde, et par les grands intérêts. Les grands intérêts, c'est-à-dire l'oligarchie transformée en plutocratie. On est si content. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, formidable. On avait comment dire, un groupe de presse qui battait de l'aile parce que M. Drahi, qui a été totalement installé là, dont la fortune a été faite par Emmanuel Macron, ne pouvait plus tenir. Donc, on a revendu ça à un autre oligarque, M. Saadé, dont le premier geste a été de sanctionner des journalistes pour avoir fait une de leur journal qui déplaisait à l'Élysée, alors qu'elle était, en plus, qu'elle était complètement banale. Donc, il a été mandaté par ces gens, par ces grands intérêts, pour détruire ce pays, pour le détruire. Alors, je ne sais pas, lui, ce qu'il y a dans sa tête. Je pense qu'il y a une dimension psychopathique qui est forte, mais il n'aime pas la France. Donc, je ne sais pas. Il a un mandat. Il a un mandat qui consiste à la mettre à genoux, à en faire une vague région d'Europe désindustrialisée, et il poursuit. Et donc, la présence de von der Leyen est bien le message envoyé. Écoutez, la France, non, elle ne va plus exister. Ce sera une Europe, ce sera un appareil bureaucratique dirigé par des gens non élus. Voilà. Et le projet, il est bien celui-là. Et moi, je me rappelle, au moment en 2017, j'ai un de mes amis politologues qui m'avait dit, tu sais, tu vas voir, à la fin de son ou de ses mandats, tu ne reconnaîtras pas la France. Mais il avait, hélas, raison. Il avait ce mandat, il est en train de l'accomplir. Alors bon, en même temps, on va rester un petit peu optimiste pour ce vieux pays, en se disant qu'on trouvera peut-être les ressources. Mais enfin, la phase qu'on traverse maintenant est quand même extrêmement triste. Oui, alors on va parler quand même de ce qui va arriver après. C'est-à-dire, en effet, est-ce qu'on est parti pour un Macron 3? Comment peut-il faire? Ou un Macron 3 ou un bébé Macron, d'ailleurs, comme on a commencé à le surnommer Gabriel Attal. Quels sont un peu leurs objectifs à eux? Alexandre Langlois, vous avez retrouvé déjà ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure? Non, mais on peut continuer sur ça déjà. On peut continuer. De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur cet Emmanuel Macron et son système. Sur ce qui va arriver, déjà, il teste pour savoir si on ne pourrait pas mettre un troisième mandat pour cet excellent président. Il y a eu quelques articles qui ont fleuri un temps. Voilà, on teste l'opinion, savoir comment ça se passe, et puis après, on y va. C'est la technique habituelle. Je vais repenser à quelque chose qui défraye l'actualité en ce moment sur la GPA. Mais je rappelle que quand Emmanuel Macron a fait son grand discours, il avait dit pour un réarmement démographique. Il n'a jamais dit que ce serait en mettant une situation saine et apaisée dans le pays. Non, lui, ce qu'il avait derrière, c'était la production industrielle de bébés pour préparer la GPA. Et aujourd'hui, on est en train de mettre ça. Donc en fait, quand on regarde toutes les horreurs qu'on peut être fait à un moment, un temps, avec l'eugénisme, etc., on disait, vous avez vu, encore point Godwin, mais malheureusement, les nazis ont fait beaucoup d'horreurs, donc on est obligé de les citer souvent, malheureusement. Mais ils étaient sur l'eugénisme, ils étaient sur tuer les inutiles à la fin. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Regardez, pour l'accompagnement de fin de vie, c'est pas de l'accompagnement, c'est de l'élimination. Donc en fait, on est sur quelque chose où la vie n'a plus de valeur. La seule chose qu'on veut, c'est une valeur économique et puis une valeur humaine, etc. Donc si on quantifiable sur des billets, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont pas quantifiables, et là, non, on est en plein dans l'inverse. Donc on est sur une inversion complète des valeurs. La France, il ne l'aime pas, effectivement, évidemment qu'il ne l'aime pas, il n'y a pas de culture française, il méprise les Français régulièrement, en plus il les insulte souvent de l'étranger, parce qu'il n'a pas le courage de le faire en France. Donc la suite est, effectivement, l'autre chose au niveau de l'Europe aussi, ce qu'il voudrait faire, c'est effectivement, comme disait Régis, il veut empêcher les votes pour avoir quelque chose qui est centralisé, non élu. Et aujourd'hui, ce qu'il voulait faire, je rappelle, c'est redonner l'arme nucléaire à l'Europe. C'est une arme française. Donc c'est complètement une horreur. C'est un moment ce qui avait été réfléchi pour qu'il y ait un siège au Conseil de sécurité, pour que ce soit un siège européen. Mais je veux dire, même ça, à un moment, les États-Unis avaient une délégation diplomatique au niveau de l'Europe. Ils l'ont retiré il y a plusieurs années en disant, c'est un cirque, votre truc. Vous décidez rien. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc même si les Américains ont dit, bon, votre Europe, c'est un peu quelque chose de pourri, alors que c'est les premiers à voulu la créer, à vouloir mettre les choses en place. Je veux dire, c'est qu'on a vraiment été en dessous de tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été à la hauteur de ce que les maîtres attendaient. Donc, on se fait même. Donc, l'avenir, c'est. Non, mais l'avenir, c'est la suite. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va faire un troisième mandat ou est-ce qu'il aura un clone? Voilà, alors après on pourra dire, vous avez vu, Poutine a mis Medvedev et puis ils ont rechangé, voilà, on va faire exactement la même chose. La deuxième chose, est-ce qu'en fait finalement, est-ce qu'ils veulent garder la France? On n'est pas sûr. Sauf que peut-être qu'à la différence de Poutine, en tout cas, en bien ou en mal, il a une vision pour son pays. Elle est peut-être mauvaise, mais il a une vision. On se pose la même question sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il a une vision pour son pays? Alors c'est ce qu'il avait dit, il a dit ce qui compte c'est la vision, c'est pas le programme. Et effectivement c'était, justement je reprenais son nom, c'était Monsieur
sur les caractéristiques du fascisme. Il y en a une qui est très très présente chez Umberto Eco, qui a livré un petit truc. Il y a un truc, c'est l'action pour l'action. Et c'est ce que fait Macron. Il brasse de l'air toute la journée. Il lance des mots, il fait des phrases compliquées. Il dit je vais bouger, on va faire ci, on a fait tout ça. Mais en fait, c'est juste du mouvement. C'est la caricature du président. Je sais pour ceux qui ont vu les Simpsons en film. À un moment, ils arrivent, ils présentent au président américain vous préférez la solution 1, 2, 3, 4, 5. Je choisis la 3. Mais vous ne lisiez pas avant. J'ai été élu pour agir, pas pour lire. Et voilà, on en est là avec Emmanuel Macron, c'est qu'on brasse du vent. Les Simpsons, ça a beaucoup de vrai. Hein. Voilà, et donc on est sur plein de choses. Après, on est sur des choses assez hypocrites aussi, parce qu'effectivement, comme disait Didier, on est en train de fragmenter la société. C'est aussi la deuxième chose. Derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que justement, plutôt que de trouver ce qui nous rassemble, on est en train de diviser tout le monde, et plutôt que de dire qu'il y a des minorités qui ont des difficultés, qui peuvent être opprimées, ou qui peuvent... La première chose à faire... Ou même mériter encadrement, mais... Oui, non, mais je veux dire, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de leur apprendre à se défendre. C'est-à-dire qu'on leur donne les arguments pour pouvoir discuter, dialoguer. Là, on leur dit, on va plus en parler. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève les choses, on dit ce débat n'existe plus. Et c'est catastrophique. Plutôt que de former les gens et de leur dire comment il faudrait qu'ils puissent s'exprimer, on leur donne les clés pour qu'il y ait un échange. Et après, il y aura peut-être des consensus, des gens où ils ne seront pas d'accord, mais ils pourront se respecter en n'étant pas d'accord. Aujourd'hui, on leur dit juste, l'autre, c'est un con. Et en fait, on est sur c'est quelque chose de binaire, c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Et le monde n'est pas comme ça. Et le monde d'Emmanuel Macron, c'est un monde de oui-oui. Il n'y a que les biens et les gentils et les méchants, et c'est lui qui distribue les bons points. Et effectivement, lui est toujours dans le camp des gentils, comme quand il était petit. Et quand il est petit, il y a toujours ceux qui jouent les gentils. Voilà, mais donc c'est très fatigant. Donc l'avenir, je vais laisser les autres, mais l'avenir, moi, il me semble pas très positif. Et après, la dernière chose, c'est qu'on nous dit à longueur de journée, comme dit Emmanuel Macron, on est dans un système démocratique, vous avez de la chance, bravo, le contrat social. Mais on n'a pas signé pour être dans on aimerait bien peut-être dans un système démocratique, on est dans un système représentatif. Et on contrôle plus nos représentants. Donc en fait, ça pose un problème, c'est que on nous dit, vous avez vu, des gens qui sont nés dans des pays, ils n'ont pas de chance. Et nous, est-ce qu'on nous a demandé notre avis sur notre régime qu'est aujourd'hui ? Et on a l'impression que tout est ficelé en amont et qu'on peut changer les blancs bonnets blancs, et en fait ça ne changera rien quel que soit le parti, ils sont tous dans la même pièce de théâtre car atteint son paroxysme avec quelqu'un qui a été formé dès le plus jeune âge au théâtre. Ah oui, en plus, très bien formé, n'est-ce pas ? Didier ? Oui, alors effectivement, il y a ce côté, on a parlé un petit peu brièvement de pathologie, il y a quelque chose, et d'ailleurs tous ces mouvements un petit peu qui sont un peu fascisants, parce que moi, rappelez-vous, dès 2017, avant le premier tour, j'avais dit que si d'aventure il était élu, nous basculerions dans le soft fascisme. Pourquoi ? Parce que j'avais analysé, en fait, la montée du fascisme dans les années 20 en Italie, et l'exégèse qu'on a fait ensuite, Umberto Eco, dans Reconnaître le fascisme, on retrouve beaucoup de traits saillants, beaucoup de traits communs, non seulement à la politique, et je suis d'accord avec... les uns les autres pour dire qu'il y a un mandat, qu'il a reçu mandat pour détruire la nation, et il le fait assez bien, cette destruction. Mais pour revenir sur cette comparaison, on voit qu'il a été assez fan de Pétain. Il faudrait, d'une certaine manière, il a réhabilité Pétain, la figure de Pétain en tant que soldat, le héros de Verdun, certes, mais bien au-delà. Et si on reprend... on voit bien qu'on n'est plus dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, mais plutôt dans travail, famille, patrie. Oui, mais travail, famille, patrie, à la sauce macroniste. C'est-à-dire le travail n'est plus qu'une valeur travail, qui est prônée par des gens, soit dit en passant, qui n'ont jamais travaillé, parce que M. Macron n'a jamais travaillé, Gabriel Attal n'a jamais travaillé, Bruno Le Maire n'a jamais travaillé, M. Darmanin n'a jamais travaillé, etc., etc., etc. Ce sont des gens qui sont sortis de la haute fonction publique et qui se sont fait élire. Et je rappelle qu'en France, la carrière moyenne d'un homme politique, c'est 50 ans à raconter des bêtises sur notre dos sans jamais avoir travaillé. C'est les gens qui ne travaillent pas qui vous disent comment travailler, premièrement. Deuxièmement, alors travail, ok. Famille, la famille, mais comme l'a dit Alexandre, une conception toute particulière de la famille. Parce que quand vous avez, par exemple, Sarah El Haïry, donc je mets au défi quiconque nous écoute ce matin, de nous dire quelles sont ses fonctions, ses missions et ce qu'elle fait tout simplement au sein de son gouvernement. Moi, ce que j'ai compris et ce qu'ont compris les Français qui la connaissent, c'est qu'elle a une certaine orientation sexuelle, on a vu semaine après semaine son ventre s'arrondir. Nous avons assisté quasiment en live à son accouchement. Merci, le bébé va bien. Voilà la vision de la famille. On peut avoir cette vision de la famille, mais mêler les enfants à ça, c'est une infamie, c'est dégueulasse. Et ces caprices d'enfants,
ces droits à l'enfant, ce sont des droits dévoyés. Ils ne sont ni légitimes ni légaux. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Il y a le droit des enfants et le droit de l'enfant, mais pas le droit à l'enfant. Et enfin, la patrie. La patrie, tout à fait oxymorique dans la bouche de M. Macron, puisque lui, chaque fois qu'il parle de la patrie, il rajoute l'Europe et il rajoute la souveraineté européenne, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, vous voyez, vous avez ce travail qui n'en est plus, puisque c'est un travail démonétisé, qui n'a plus de valeur, et tous les métiers à vocation, et ce n'est pas Alexandre qui va me contredire, ont été dévoyés, qu'on soit magistrat, policier, enseignant, personnel soignant, médecin, infirmier. Au début, on est essentiel quand on se fait applaudir dans une catharsis théâtralisée complètement stupide à 20h par toutes les petites stars du petit écran. Hein. Et puis, si on n'écoute pas la parole macroniste, on est sanctionné, suspendu, sans même un salaire. Voilà. La famille, une famille éclatée, décomposée, dévoyée, absolument, qui n'a rien à voir avec une famille, et une patrie déliquescente. On vend la France à l'encan à travers ses entreprises, à travers le démantèlement de son énergie, de son industrie, parce qu'on paye 3 fois le prix du gaz, 3 fois le prix de l'électricité. Mais je rappelle que c'est M. Macron et ses amis qui ont démantelé par des choses très précises notre industrie, qui ont démantelé notre énergie que l'on vendait de façon décarbonée à nos voisins européens. On l'a payé 3 fois plus cher. Total de cette politique absurde. On paye 3 fois le prix, mais on importe, pour reboucler aussi sur ce que disait Alexandre, le gaz de schiste américain pourri, polluant, qui traverse l'Atlantique sur des cargos. Et après, on vient nous parler de réindustrialiser la France. Mais c'est une farce. Dernier point, je ne veux pas être trop long. Évidemment, tout cela est teinté par la mise en exergue, la mise en avant de gens qui sont pour le moins douteux, comme le fameux docteur Alexandre. On n'a pas bien compris de quoi il était médecin. Il a vendu un site, Doctissimo, qu'il avait fondé avec un sénateur qui est devenu, en perdant ses cheveux, qui a perdu sa raison, et qui passe son temps à insulter les gens, Monsieur Malhuret, à la tribune du Sénat. Donc ces gens qui sont quand même dans l'eugénisme, qui nous cite Haïry. Mais attendez, Laurent Alexandre n'est pas forcément proche d'Emmanuel Macron. On dit qu'il est conseiller de Jordan Bardella, en tout cas sur les questions de l'intelligence artificielle. Oui, mais ces gens-là, ils sont proches d'abord de leurs intérêts et de leur folie. Celui qui avait le vent en poupe à l'époque, c'était Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Et si demain, ça sera n'importe quel autre sbire qui aura les faveurs des médias mainstream, des politiciens, il sera du côté du vent, c'est ça que vous voulez dire. Sondeurs, ce qui est, excusez-moi, une redondance, une tautologie, parce que c'est exactement la même chose, c'est le même monde, qui possède les médias, possède les instituts de sondage, influe sur les politiques. Donc on est dans une démocratie représentative qui ne représente plus qu'elle-même. Hein. Donc il ira où le vent souffle. Comme disait Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et donc ce sont des gens qui sont d'excellents marins. Hein. C'est dingue chez les marins, cette manie de faire des phrases, hein, au doigt mouillé. Ils se mouillent le doigt, ils disent « Oh, il y a une risée, le vent vient par là, voilà vers où je vais aller. » Sauf qu'au passage, ils détruisent notre pays. Oui. Voilà exactement de quoi le macronisme est le nom, de cette détestation de nous-mêmes, de cette déliquescence, dérédiction, et qui est clairodée et mise en avant. Ça a été mis par mes 2 amis et collègues aussi dans la discussion, cette obséquiosité absolue de la presse, des médias, qui ne sont plus que la courroie de transmission des différents pouvoirs. Quand vous avez la patronne de France Inter qui assume de ne pas donner la parole à des gens qui ont un autre discours sur le climat ou sur la science, c'est-à-dire finalement au nom de l'intérêt général. Au nom de l'intérêt général, comme disait Barthes, le fascisme, c'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Donc on oblige à dire ces 2 syllabes, se nous mène, comme dirait Kant, Macron. Apprenez bien ces 2 syllabes, c'est le nouveau sésame, sésame ouvre-toi. C'est plus abracadabra, ça c'était Chirac, abracadabrantesque, c'était trop compliqué. Dans cette époque de simplification, les 2 syllabes magiques, c'est Macron. Alors, on peut dire Manu aussi. Manu, oui, Manu, le petit Manu, 7 ans.
Alors, Voilà. avant de continuer de célébrer ce bel anniversaire qui commence franchement en beauté, là, il doit être content quand même de tout ce qu'on a fait pour lui. C'est le moment de vous dire, chers amis, qu'il faut mettre des pouces. Vous êtes très nombreux ici en direct, mais je ne suis pas étonnée parce que tout le monde est au rendez-vous pour cet anniversaire et c'est super sympa de faire ça avec vous. Je suis très heureuse qu'on soit si nombreux. Donc, vous mettez vos pouces parce que vous savez, il faut pousser justement quand ça marche bien les algorithmes pour plus de visibilité. Également pour ceux qui sont en podcast, désormais, il faut mettre des cœurs. Alors, vous pouvez mettre des cœurs aussi sur le live d'ailleurs, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on est tous là très contents et vous continuez de nous pousser et éventuellement, vous pouvez faire un don toujours. J'ai une demande, Clémence. ouais. Je voudrais juste que Régis, Ouais. qui m'a retweeté avec un petit mot gentil, me fasse en direct le bruit de la Malagoutie un soir d'hiver. Non, ça, je ne vais pas le faire. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on a quelques échanges avec Didier qui fait des petites séquences vidéo hilarantes, mais absolument hilarantes. Et là, il s'est moqué de, comment est-ce qu'elle s'appelle, la femme de Glucksmann, la journaliste. Oui, Léa Salamé. Léa Salamé, qui disait ce qui compte, c'est pas l'information, c'est le moment. Je suis là pour fabriquer des moments, c'était tellement grotesque. Et donc, il a fait un dégagement très drôle. On avait l'impression d'entendre une moto, mais d'ailleurs, on l'entendait avec les changements de vitesse, etc. Et j'ai dit que ça me rappelait le bruit des petites motos de ma jeunesse, qui étaient des petites 50 italiennes, des Malagouti, donc, et à Toulouse, où j'habitais, on appelait les mouchacus, qui étaient, bon, voilà, ça c'est pour le gag privé entre Didier et moi. Alors, si vous voulez tout savoir, de toute façon, avec Régis, mais vous le savez déjà maintenant, on a toujours des petites histoires comme ça, quand c'est pas les rossignols qui chantent ou le camembert aux pommes. Il se passe toujours plein de choses dans la vie de Régis. Voilà. Et là, j'ai fermé mes baies vitrées parce qu'on entendait trop les rossignols. Voilà. C'est le moment où ils apprennent à chanter. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Didier à propos du pétainisme. J'avais pas exactement pensé comme ça et je crois qu'il a raison. Le problème, c'est que je vais faire comme avait fait De Gaulle. Excusez-moi, je suis un homme dans le genre de De Gaulle. Ce qu'avait fait De Gaulle à propos de Pétain et de la devise travail, famille, patrie. Mais en le rapportant précisément à Pétain, moi je vais la rapporter précisément à Macron. Macron travaille, il n'a jamais travaillé. Oui. C'est une blague. Il a raté un certain nombre de concours. Il est rentré à l'ENA. Ensuite, il n'y a pas eu de classement à la sortie. Il a été coopté par Jouillet. Ensuite, il est allé dans une banque d'affaires où on lui a immédiatement confié des dossiers où il n'y avait pas besoin de travailler parce que ça permettait de lui donner des commissions extrêmement importantes. Et comme il était poussé sur le plan politique, son employeur savait très bien qu'il y aurait des retours. Donc, ce garçon n'a jamais travaillé. Son CV est vierge. Il n'a jamais dirigé une boîte. Il ne s'est jamais présenté à une élection. Il n'a même pas fait d'humanitaire. Il a joué au tennis au Touquet avec madame. Oui. Donc, il n'a jamais travaillé. Famille, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il n'a pas de famille. Quand il parle des enfants, je suis désolé, il n'a pas d'enfants. Donc, et il est sa famille, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, est pour le moins bizarre. Et puis il y a patrie, son rapport à la patrie, et ça, Alexandre et Didier l'ont souligné. Il est là pour détruire la France. Je pense même pas qu'il y a une inimitié vis-à-vis de la France. C'est un objet qu'on lui a confié et voilà, je vais le transformer, je vais le retirer, cette nation de l'histoire, au profit de grands intérêts. Et je reviens et je globalise un peu. Concernant le travail famille-patrie d'Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui est là au service de l'Empire américain. Il est young leader, il est là pour servir des intérêts économiques, bien évidemment, ceux de l'hyperclasse mondialisée et des États-Unis. Mais Régis, allez, je vais vous taquiner un peu. Est-ce qu'on peut pas young leader, on peut être young leader et pas forcément au service des Américains, non? Bah écoutez, moi je veux bien, mais quand je vois les promotions,
Oui, et puis je suis désolé, ce sont des systèmes que les Américains ont mis en place pour repérer un certain nombre de talents, Oui. pour les aider, pour les financer à certains moments. Et quand on a deux présidents Pour les mettre successifs en réseau. qui ont été young leaders, quand on voit un petit peu que tous les dirigeants, souvent dirigeantes d'ailleurs, des pays d'Europe centrale, ceux qui sont les plus anti-russes et qui soutiennent le plus l'Ukraine, ils sont tous dirigés par des young leaders. Vous allez en Finlande, vous allez en Moldavie, vous allez partout. Donc, non, les Américains, enfin, écoutez, ils ont un système de surveillance du monde, où ils ont la NSA qui écoute les dirigeants européens et qui ensuite les tient fermement. Mais attendez, il grâce n'y à a ça. même pas que la NSA, là, avec la loi FISA qui a été prolongée. N'importe quel citoyen avec Google, Gmail, etc., c'est-à-dire en gros, on est quand même tous soumis au moins à Google, est sous surveillance directe des Américains. C'est ça, Clémence, vous voyez, qui est extraordinaire. Je fais juste une incise. C'est que dans le monde mondialisé tel qu'on le connaît depuis, allez, mettons, une trentaine d'années, depuis le début des années 90, en tout cas, l'avènement d'Internet, qui possède les contenants influe sur les contenus. Et effectivement, que ce soit le GPS, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit la cartographie, tout ce qu'on utilise au quotidien, avec la NSA qui est aussi un outil, tout ce qu'on utilise au quotidien, les enceintes connectées, tout ça, en fait, c'est de la mainmise des Américains. Nous sommes à la fois Eh oui. les yeux et les oreilles et les bouches des Oui. Américains. Et les Ajoutez à informations. cela- Attendez, j'ajoute. Alors, moi, je fais une incise dans votre incise. J'ajoute la santé, parce qu'on est les seuls à avoir une santé numérisée, aussi parfaitement numérisée, avec Absolument. toutes les informations qu'on donne, et donc qu'on C'est pour offre, ça que parce je qu'évidemment, parlais c'est hébergé par les Américains, qu'on offre aux Américains. Voilà, C'est un c'est pour ça Graal que je pour eux. parlais de gestion des comportements et de déshumanisation, parce que le bouquet de tout ça, c'est évidemment quoi? La numérisation, le QR code, c'est la négation de l'individu. On va gérer des comportements. Qu'est-ce qu'un comportement? Nous ne sommes plus ni Régis, ni Alexandre, ni Clémence, ni Didier. Nous sommes des individus Matricule. entre X années, vivant telle catégorie socio-professionnelle, et donc on va être géré. Est-ce que nous sommes vaccinés? Est-ce que nous avons eu des propos irrévérencieux vis-à-vis du pouvoir? Nous sommes de fait dans le programme social tel que l'a initié la Chine en 2017-2018 et qui est en train de se développer. Et une fois qu'on a dit ça, nous ne sommes plus que ces pions-là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, d'un point de vue immatériel, incorporel, intellectuel, il y a l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire que partout, ils sont chez eux sur la planète, et si vous utilisez un logiciel, n'importe quoi, de toute façon, ils vont bien trouver quelque chose. Avec le Cloud Act. Ils vous promettent 1000 ans ou 1500 ans de prison pour vous apprendre à vous tenir. Et vous avez vu les autorités françaises dire quoi que ce soit? Vous avez vu quand tous les ministres ont été écoutés cette fois par Pegasus, le logiciel israélien, sur des téléphones portables qui n'étaient même pas sécurisés? Mais vous vous rendez compte de qui on a à la tête de l'État, qui gère notre pays? Des gens qui sont écoutés à longueur de temps, à longueur de journée, le président de la République, les ministres, et après ils viennent nous parler de souveraineté, ces gens-là. Alors, un petit mot chacun, attendez, parce qu'on arrive à la fin de l'anniversaire, et je voudrais quand même que pour cette fin d'anniversaire... Clémence, je voudrais reprendre juste... Alors, reprenez votre fil. Non, je partage complètement ce que vient de dire Didier sur la soumission. C'est un employé, cet homme. C'est un employé et il n'est là aussi que pour faire le boulot qu'on lui a demandé, qu'on lui a confié, et puis pour assouvir son narcissisme incroyable. Mais donc là, on arrive à ma question, Régis, justement. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Techniquement, non, je dis aller sur le site de Madame de la Moissonnière, sa photographe officielle, mais c'est délirant. Comment ose-t-on? Ces gens n'ont plus d'amour propre. Enfin, non, ce que je voulais dire sur le troisième mandat... Oui, voilà. Voilà. C'était ça la question, Clémence? Oui, c'était troisième mandat ou bébé Macron, puisque comme vous l'avez bien expliqué, il y a des gens derrière. Donc finalement... Non. Alors, le problème que je vois pour ce qui concerne Macron, parce qu'on va peut-être finir par se débarrasser du personnage,
du système, c'est une autre histoire. C'est que il faut changer la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut avoir une décision du Congrès au 3/5, et ça, je pense qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas pour différentes raisons. C'est que maintenant, il lui reste 3 ans de mandat qui vont être assez compliqués quand même. Et donc, assez compliqué parce que le pouvoir va lui échapper, bien sûr, et ça suscite des vocations derrière. Hein. Un bébé Macron, vous savez, quand vous mettez un bébé à votre place, c'est pas sûr que vous retrouviez la place. En Russie, c'était autre chose. L'arrivée de Poutine au pouvoir avait été organisée probablement par le KGB de l'époque. Bon, enfin, toujours est-il que... Pardon. Là, je vois mal cette histoire de 3e mandat et même de bébé Macron. Parce que, justement, il rentre dans une phase difficile avec une Assemblée nationale complexe, parce qu'il n'a pas la majorité, avec une probable défaite assez lourde aux européennes, avec une tentation peut-être de dissoudre, mais il peut se retrouver avec une cohabitation, ce qui serait le pire pour lui, ou une nouvelle Assemblée ingouvernable. Donc voilà, je pense que malheureusement, on va devoir boire le calice jusqu'à la lie, jusqu'en 2027. Mais là, je pense que... Parce qu'en plus, faut pas oublier une chose, il a suscité tellement de haine. Et je pense par exemple à mes chers magistrats. Moi, aujourd'hui, ils le protègent, ils le soutiennent. Mais vous savez, ils sont des adeptes du vent qui tourne. Et je pense que Macron, après son départ du pouvoir, il y aura beaucoup de comptes qui vont se régler avec lui. Parce qu'il a humilié, parce qu'il a puni, parce qu'il a commis il s'est fait énormément d'ennemis, à commencer par le peuple français. Donc, je pense qu'on en sera un jour débarrassé. Mais attention, on ne sera pas débarrassé du système, hélas. Voilà, c'était ma question. Se débarrassera-t-on de ce système? Évidemment, a priori. Allez, le dernier mot pour vous, Alexandre Langlois. Alors déjà une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Quand il avait dit traverser la rue pour trouver du travail, il faut savoir que la banque Rothschild est de l'autre côté de l'Elysée et que de 2 côtés différents de l'Elysée. Donc pour lui c'est facile. Donc il a trouvé du travail en quittant Rothschild pour aller à l'Elysée, ou est-ce qu'il va retrouver du travail dans l'autre sens? Il parle de son expérience. Exactement. Donc en fait il met la même chose pour tout le monde. Et après une petite note d'humour aussi, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve profondément et ça s'est encore accentué sous l'ère Macron, c'est de donner des légions d'honneur à tour de bras à des gens qui ne les méritent pas. Donc là c'est une petite anecdote historique. C'est pas tout à fait nouveau. Non, j'ai dit ça s'est accentué. Ah oui, non, ça s'est juste accentué, c'est pas nouveau, on est bien d'accord. Non, c'était juste une petite anecdote pour mettre du baume au cœur aux gens, c'est pour ça que l'histoire est intéressante. C'était Surcouf. Surcouf a un dîner à l'ambassade d'Angleterre en 1804 et l'ambassadeur d'Angleterre lui dit « Mais vous les Français, vous ne vous battez que pour l'argent. Nous nous battons pour l'honneur. » Et de Surcouf de répondre « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Ah oui. Donc voilà. Donc quand ils se mettent des médailles, vous savez pourquoi. Bon, en tout cas, merci à vous 3 pour ce très bel anniversaire. Je pense qu'il était vraiment content, le petit Manu, de ce petit anniversaire surprise qu'on lui a organisé ici. Merci Didier Maisto, merci Régis de Castelnau, merci Alexandre Langlois. La fête continue évidemment avec Au Bon Tweet français que vous attendez tous pour ce mardi. Et ensuite, on revient sur la Corse. Alors, d'abord, on va parler d'autonomie ou d'indépendance, et puis plus largement aussi de l'agression d'Éric Zemmour et Nicolas Battini qui va revenir sur tous ces sujets dans quelques instants.